bonsoir à vous tous. Merci Anaëlle de cette présentation. Merci à toute l'équipe de TEDx Dauphine de m'avoir proposé de participer à cette soirée. J'en suis très touchée. Alors, je vais quand même vous raconter la genèse de ma présence ici ce soir. Donc, comme l'a dit Anaëlle, je suis à la fois enseignant-chercheur à Paris Dauphine, où j'enseigne différentes matières, le droit des sociétés, le droit commercial, le droit pénal, et puis par ailleurs, je suis avocat au barreau de Paris. Alors, la genèse de cette histoire, l'équipe, et notamment Anaëlle, de TEDx Dauphine, est venue me voir entre deux cours, en me disant « Madame, est-ce que vous accepteriez de participer au TEDx Dauphine ?» Et elle me donne le sujet sur l'échiquier, chaque coup compte, comme ça, avec autant de rapidité, et entre deux cours. Et je lui dis oui. Et puis après, je quitte le cours et je me dis oh, en fait, j'ai failli partir en courant. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, parce que le sujet est difficile. Et deuxièmement, parce que contrairement à ce que disent les journalistes sportifs, ce n'est pas facile de jouer à domicile. Et j'en fais l'expérience ce soir devant vous. Alors, sur l'échiquier, chaque coup compte. Ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai accepté d'être là pour transmettre un message. J'adore transmettre, c'est pour ça que j'aime enseigner, mais en réalité, je ne transmets, j'allais dire, que des connaissances assez techniques. Et là, je me suis dit, eh bien, il y a peut-être une occasion pour transmettre autre chose qu'un savoir technique, transmettre peut-être une leçon de vie. Donc j'ai saisi cette occasion et encore une fois, merci. Alors, l'échiquier, et sur l'échiquier, chaque coup compte. Sur l'échiquier, lequel ? Alors, ça peut être l'échiquier de la vie, de tout un chacun, et en ce qui me concernera ce soir, ce sera davantage l'échiquier judiciaire. Mais que ce soit sur l'échiquier de la vie ou sur l'échiquier judiciaire, on se pose les mêmes questions et on arrive finalement, me semble-t-il, aux mêmes observations. Alors, un échiquier, qu'est-ce que c'est ? Un échiquier, c'est un damier, c'est la dualité entre le blanc et le noir, entre la lumière et l'obscurité, entre la réussite et l'échec, entre la facilité et la difficulté. Et quoi qu'il en soit, quelle que soit la difficulté, l'obscurité, le jeu, eh bien, il faut se dire que chacun doit trouver sa voie et tracer sa propre voie. Ensuite, chaque coup compte. Chaque coup compte, ça a évoqué en moi la nécessité de fixer, d'élaborer une stratégie. Alors, qu'est-ce qu'une stratégie, allez-vous me dire ? Une stratégie, si l'on regarde les définitions, c'est un mot très ancien qu'on retrouve déjà dans la Grèce antique. Les Grecs voient ça comme l'art de conduire l'armée. En réalité, c'est coordonner des actions pour atteindre un but. C'est ça la stratégie. Et la stratégie qui a été au départ militaire s'est étendue à beaucoup de domaines. Et on le voit à Paris Dauphine. On étudie la stratégie commerciale, la stratégie économique, la stratégie financière, la stratégie comportementale, la stratégie thérapeutique, et évidemment, le juriste n'a pas fait exception à la règle. On parle également de stratégie judiciaire. Quelle est la stratégie du procès ? Alors, je me suis posé 3 questions. La première question, c'est lorsqu'on élabore une stratégie, est-ce que tous les coups sont permis ? C'est la première question. La deuxième question, c'est comment porter le bon coup ? Et la troisième question, qui est peut-être une des plus importantes, c'est et après coup ? Après coup, qu'advient-il ? Et ça, c'est très important, c'est savoir ce que l'on fait de ce résultat, bon ou mauvais.
Alors, est-ce qu'on peut donner tous les coups sur l'échiquier judiciaire? Et quand je parle d'échiquier judiciaire ou de procès, je parle un peu plus largement de tout dossier, qu'il soit contentieux ou qu'il ne le soit pas. Alors, est-ce que tous les coups peuvent être portés? Est-ce que tous les coups sont permis? Eh bien non, tous les coups ne sont pas permis. Et élaborer une stratégie judiciaire donne en réalité des limites au libre arbitre. Ces limites, c'est d'abord la loi. La loi vous contraint, vous donne un espace dans lequel vous devez trouver une stratégie. Je prends l'exemple du code pénal et du vol, qui est une notion qui est aisée pour chacun de nous. Le vol, nous dit le code pénal, très simplement, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Le débat est campé. Nous pouvons trouver des arguments, mais à l'intérieur de cette cercle, j'allais dire, ou de cet endroit. Et puis après, une fois qu'on a passé le cap de la loi, il y a une autre limite à notre libre arbitre pour fixer la stratégie judiciaire, c'est la déontologie. Quand on devient avocat, on prête serment. Et on prête serment d'agir en respectant notamment 3 choses, la probité, la conscience et l'humanité. Donc là encore, le débat est campé. On peut exercer un libre arbitre, mais avec cette limite, cette seconde limite qui est la déontologie. Et puis, je dirais, il y a une 3e limite qui est très personnelle. Cette 3e limite, c'est notre propre conscience de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas. Ça, c'est très important. Évidemment, vous allez me dire c'est sanctionné par la loi, mais je ne vais pas apporter de fausses preuves, un faux écrit, un faux témoignage pour gagner un procès. Donc, tous les coups ne sont pas permis parce que la loi, la déontologie et notre propre conscience, appelez ça morale ou éthique, nous pose des limites. Ensuite, il y a la question de la stratégie pure. Comment allons-nous élaborer une stratégie et comment porter le bon coup? Là, c'est la stratégie du procès. Et on s'aperçoit qu'en réalité, c'est multifactoriel. Et ce qui est intéressant dans notre profession d'avocat, c'est que chaque individu, évidemment, est unique, chaque situation est unique, chaque comportement est unique, et donc, à chaque fois, il faut réinventer, il faut trouver la stratégie adaptée au dossier. Et ça demande, Anaëlle l'a très bien dit au début, en introduction, ça demande beaucoup de travail. C'est peut-être la première chose qu'il faudrait dire, c'est beaucoup de travail. Alors, le premier élément dont on va tenir compte pour élaborer la stratégie, c'est l'écoute. La première chose, on va écouter le client attentivement. On va instaurer un climat de confiance avec le client. Et ce sera très important pour la suite, notamment quand je vous parlerai de la preuve. On va établir ce climat de confiance, on va écouter les faits qu'il nous relate et son vécu des faits, ce qu'il met comme affect dans ce procès qui est le sien. Et là, c'est à nous, après, de rationaliser. La première chose, donc, écouter. Ensuite, deuxième chose fondamentale qu'on ne dit pas assez, c'est prouver. Prouver. Il y a un adage en droit français qui vous dit « pas de preuve, pas de droit ». J'allais vous dire ce soir, prouver, c'est gagner. Mais la recherche méticuleuse de la preuve est quelque chose de très difficile. C'est une vraie collaboration entre l'avocat et son client. C'est une collaboration main dans la main, mais vous allez voir qui peut finir parfois dos à dos, et je vais m'expliquer.
Une collaboration main dans la main, puisque l'avocat va guider, orienter et soutenir, et j'insiste sur ce mot, soutenir son client dans la recherche de la preuve. Soutenir parce que parfois, pour lui, rechercher une preuve, c'est revivre des traumatismes. Première chose, la recherche de la preuve, main dans la main. Et pourquoi je vous dis que ça peut parfois finir dos à dos? Parce qu'en réalité, on met un peu le client sur le grill quand on lui demande de nous apporter une preuve. On va au bout, on le pousse dans ses retranchements, on lui dit que ce document n'est pas bon parce qu'il n'est pas daté et que l'autre n'est pas bon parce qu'il n'est pas signé. Donc en fait, on ne peut rien faire de sa preuve. Et là, le client, parfois, vit ça profondément comme un manque de confiance de l'avocat à son égard, ce qui n'est absolument pas le cas. L'avocat réagit autrement. L'avocat sait que nous sommes soumis pendant le procès au principe du contradictoire et que cette preuve que nous allons soumettre à la partie adverse et au juge va être totalement disséquée. Et donc que nous ne pouvons apporter qu'une preuve la plus précise, j'allais dire infaillible si ça existe, mais en tout cas la plus précise soit-elle. Donc pour fixer une stratégie, il faut écouter, il faut savoir prouver avec précision et il faut choisir. Ça, c'est très important. Choisir, c'est une difficulté qu'on rencontre tous, que ce soit l'échiquier de la vie ou l'échiquier judiciaire. Choisir, ce n'est pas toujours facile. J'allais dire choisir son combat. C'est-à-dire, il ne faut pas aller bille en tête, chercher à gagner une cause qui est perdue. Et puis, il ne faut pas non plus essayer de gagner toutes les batailles. Il faut fixer une stratégie avec un objectif qui peut évoluer, bien sûr. On fixe un objectif, on fixe un angle d'attaque ou un angle de défense et on s'adapte. Mais surtout, ne pas aller vers des combats perdus d'avance. Ensuite, il faut anticiper. Anticiper ses propres coups. Si j'accuse quelqu'un d'une infraction, attention qu'on ne me dise pas que mon client est complice de cette infraction. Donc il faut réfléchir à la portée de son coup. Et là encore, c'est du travail des pièces, du travail avec le client, du travail de la loi, de la jurisprudence. C'est beaucoup de travail et tout ce travail, on ne le voit pas dans les séries. Et puis enfin, élément fondamental pour fixer la stratégie, c'est la psychologie. La psychologie du client. La psychologie du client est fondamentale. Est-il prêt à mener le combat? Est-il prêt à se battre avec vous, à vos côtés? Si le client n'est pas prêt à mener le combat, il ne faut pas aller vers la voie judiciaire. Il faut aller vers la conciliation, la négociation, tout simplement pour lui éviter de revivre certains traumatismes. Mais attention, aller vers la conciliation ou la négociation ne veut pas dire qu'on va lâcher. On ne lâchera rien, on ira jusqu'au bout du bout du bout de la défense, avec conviction et ténacité. Mais si le client n'est pas armé psychologiquement, et je l'ai vu dans un domaine très particulier que sont les accidents collectifs, et on voit une différence d'attitude entre la victime qui a subi l'accident et la famille d'une victime qui est décédée. La victime, elle, veut reprendre le cours de sa vie, avec toutes les difficultés que ça implique, mais elle veut continuer à vivre. Et donc, elle demande réparation, elle ne demande pas obligatoirement un procès. Les familles de victimes décédées ont parfois une autre attitude. Elles veulent comprendre, elles veulent la vérité. Comprendre ce qui s'est passé.
Pourquoi l'être aimé n'est plus là aujourd'hui? Pourquoi cette personne était au mauvais moment, au mauvais endroit? Et là, c'est une autre approche. Et en plus de la psychologie, il faut comprendre la volonté de son client. Est-ce qu'il veut la vérité? Est-ce qu'il veut le pouvoir? Ou est-ce qu'il veut l'argent? Ou toute autre chose? Essentiellement, évidemment, la vérité. Voilà. Donc ça, ce sont les différents facteurs qui nous permettent d'établir une stratégie. Et vous comprenez que cet élément psychologique est si important que déjà, il y a très longtemps, dans l'art de la guerre, ça avait été décrit. Sun Tzu écrit, pour vous montrer déjà l'importance à cette époque de la psychologie dans le combat, il vous disait, si tu te connais et que tu connais ton adversaire, tu vas gagner. Si tu te connais et que tu ne connais pas ton adversaire, parfois tu gagneras, parfois tu perdras. Et si tu ne te connais pas et que tu ne connais pas ton adversaire, tu perdras à tous les coups. Ça, c'est une vérité. Il faut se connaître et il faut connaître parfaitement la psychologie de son client. Et c'est un aspect qu'aujourd'hui on évoque clairement, mais que longtemps on a un peu laissé dans l'ombre. Enfin, dernier point, et après coup. Après coup, j'allais dire, c'est une fois que la décision a été rendue. Que se passe-t-il? Vous allez voir dans la vie, et vous l'avez sûrement expérimenté, la réussite s'oublie vite. Dès qu'on a gagné, on oublie les heures de travail, on oublie les douleurs, on oublie les larmes, on oublie tout. En revanche, quand on perd, quand on est en une situation d'échec, il y a une mémoire de l'échec. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, j'allais dire, passer et mettre sous le tapis l'échec. L'échec, il faut le comprendre, il faut l'analyser pour pouvoir passer le cap et s'en servir. Et je crois que personne, aussi bien que Mermoz, n'a résumé les choses en disant « Ce sont les échecs bien supportés qui donnent le droit de réussir ». Merci infiniment pour votre attention.